Bonsoir à tous, mardi 3 avril, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Le début d'une mobilisation qui s'annonce dure à la SNCF. Les syndicats appellent à une grève perlée de 3 mois. Ils protestent contre le projet de réforme ferroviaire voulu par le gouvernement. Dans ce journal, le point sur le trafic de demain, mercredi. Nous serons également par téléphone avec le secrétaire général de la CGT Cheminots de Trappes, Axel Persson. La visite de la ministre du Travail vendredi dans les Yvelines, Muriel Pénicaud, s'est rendue à Méré. Depuis plus de 2 ans, un espace de coworking est ouvert dans cette commune de moins de 2000 habitants. Un nouveau mode de travail dans les lieux partagés en pleine expansion. Reportage. Et puis elle a fait le plein ce week-end. La Coupe du Monde de BMX faisait étape à Saint-Quentin en Yvelines pour ses 2 premières manches. La crème mondiale de la discipline était présente devant plus de 10 000 spectateurs. Retour sur cet événement. Et puis nous parlerons également d'un événement qui se déroule ce samedi aux Fermes de Galie à Saint-Cyr-l'École. Ce sont les Universités du Goût avec notre invitée Amandine Gouliel-Mini. Un mardi noir dans les transports avec le début de cette grève perlée de 3 mois à la SNCF. Une intersyndicale appelle à la mobilisation jusqu'au 28 juin. 2 jours de grève par semaine pour faire reculer le gouvernement sur son projet de réforme du rail, ouverture à la concurrence, le changement de statut de la SNCF en société anonyme ou encore la fin du statut de cheminot à l'embauche. Pour en parler avec nous par téléphone, Axel Persson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le secrétaire général de la CGT Cheminots de Trappes. C'est un mouvement dur qui s'annonce, une grève qui bloque le pays et des millions d'utilisateurs dans les transports. Une action radicale mais nécessaire pour faire reculer le gouvernement ? La riposte des cheminots est à la hauteur de l'attaque qui leur est lancée. Cela atteste du niveau de mobilisation qui est historique. Comme vous l'avez constaté sans doute dans vos reportages qui ont précédé la grève, il y a plusieurs lignes qui sont fermées, des taux de grévistes qui sont majoritaires dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, l'Assemblée générale à Trappes a réuni plus d'une centaine de grévistes, tous déterminés à s'organiser pour tenir dans la durée, pour s'adresser à l'ensemble de la population, les usagers qui vont pâtir aussi de la réforme. Il n'y a pas que les cheminots qui vont en pâtir. Et aussi une volonté forte d'étendre la bataille à d'autres secteurs qui rentrent aussi en ce moment en grève. Évidemment, gagner la bataille de l'opinion, ce que nous sommes en passe de gagner, comme l'atteste l'ensemble des médias aujourd'hui. Si le soutien à la grève n'est pas encore majoritaire, le soutien à la grève progresse fortement. Tous les sondages en attestent et nous sentons également cette tendance dans toutes les discussions que nous pouvons avoir dans nos familles, auprès de nos proches, auprès des usagers que nous rencontrons dans les gares. Et donc on pense qu'on est sur la bonne voie et la victoire est à la portée de main. Donc ça durera le temps qu'il faudra, mais en tout cas, soyez assurés de la grande détermination. En tout cas, Axel Persson, c'est ma deuxième question, ma dernière question. Le gouvernement a dit qu'il tiendra bon. Il ouvre cependant la porte à quelques négociations, notamment sur la date des nouveaux employés qui entreront sous le statut de cheminot. Est-ce que ça pourrait calmer votre colère ? Pas du tout. Ce qui calmera notre colère, c'est tout d'abord si le gouvernement retire son projet de taxe ferroviaire. Et si aussi, pourquoi pas entamer des négociations, mais sur la base de nos revendications. Ce n'est pas du tout aujourd'hui l'optique du gouvernement qui veut aujourd'hui en effet discuter des modalités de la mise en place de ces attaques. Et nous ne voulons pas discuter des modalités de la date à partir de laquelle nous allons nous faire bouffer. Ce que nous voulons défendre, ce sont nos revendications d'un service public accessible à l'ensemble de la population et une égalité de droit entre tous les cheminots, entre les générations actuelles comme à venir. On se bat donc à la fois pour les générations à venir, mais aussi pour la possibilité d'accès à l'ensemble de la population au service public ferroviaire. Merci Axel Persson d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGT Cheminots de Trappes. On en parlait, l'une des raisons de la grève des syndicats, c'est le changement de statut à la SNCF. Elle va devenir, avec la future loi, une société anonyme à capitaux publics. Les syndicats craignent que cela n'ouvre la voie à une privatisation de la SNCF, à une destruction de ce service public ferroviaire. Peur infondée pour la députée des Yvelines, Aurore Berger. La SNCF doit cependant être réformée. Écoutez-la, elle était l'invitée hier de nos confrères de France Info. On n'a aucune ambition de détruire le service public ferroviaire, bien au contraire. On a aujourd'hui une entreprise publique à laquelle on est toutes et tous très attachés, les Français aussi, les 4 millions d'utilisateurs quotidiens de la SNCF aussi. Mais on sait qu'on a un service qui s'est dégradé, on sait qu'on a un service qui doit pouvoir se moderniser et qui ne peut pas continuer à générer 3 milliards d'euros de dettes supplémentaires par an. Donc nous, on a une détermination qui est de permettre justement la transformation de la SNCF pour que ça reste une entreprise publique puissante.
Et la grève qui va se poursuivre demain, mercredi, une nouvelle journée de grosses perturbations est à prévoir. Sur la ligne C, prévoir un train sur 5. Mais attention, l'axe Saint-Quentin en Yvelines n'est pas desservi. Pour la ligne N, c'est un train sur 4. Enfin, aucune rame encore ne circulera demain sur la ligne U. Et pour anticiper vos déplacements, n'hésitez pas à consulter les horaires des trains sur le site transilien.com. Pour éviter d'être coincés dans les transports en commun, certains d'entre vous ont peut-être privilégié aujourd'hui le télétravail en fréquentant un espace de coworking. C'est un nouveau mode de travail qui se développe de plus en plus. Exemple au 50 coworking à Méret qui recevait vendredi dernier la visite de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Reportage de Mickaël Elmidoro et Aurélie Ronze. Ils viennent ici tous les jours pour certains, pour d'autres quelques heures par semaine. À Méret, depuis maintenant 2 ans et demi, le 50 Coworking accueille une cinquantaine de travailleurs d'un nouveau genre. Un nouveau mode de travail que souhaite déployer le gouvernement. Pour preuve, la visite la semaine dernière de la ministre du Travail. Développer les espaces de coworking en France, c'est une bonne manière de permettre ce à quoi aspirent 61% de nos concitoyens, c'est-à-dire de faire du télétravail et en même temps d'avoir cette valeur ajoutée de l'écosystème et du territoire. 230 mètres carrés, 25 postes de travail ou encore une salle de réunion. Pour les utilisateurs du 50 Coworking, ce nouveau mode de travail présente plusieurs avantages. Au niveau de qualité de vie, on est quand même beaucoup mieux en télétravail puisqu'on travaille proche de chez nous. Et donc au niveau du stress et tout ça, ça réduit vraiment ces difficultés-là. Et puis on est bien mieux quand on rentre le soir à la maison. En fait, moi je suis indépendant. Je pourrais être, encore une fois, tout seul. J'ai bien sûr les relations avec mes clients, mais ça ne me suffit pas en fait. Donc je viens chercher ici un vrai lien communautaire. Plus qu'un simple bureau, un esprit collaboratif, des valeurs essentielles pour cet espace de coworking situé en zone rurale. Le but, c'est de garder une taille humaine aussi, qui permet de maintenir ce lien et cette convivialité. Je n'ai pas d'ambition d'agrandissement ou de multiplication des sites. Par contre, j'ai une ambition d'accompagnement sur la création d'autres espaces de coworking et d'autres tiers-lieux, que ce soit sur mon territoire ou sur le reste du territoire national. Durant les prochaines semaines, la ministre du Travail Muriel Pénicaud va multiplier les déplacements en Île-de-France sur la question du télétravail et des espaces de coworking. À Morpal, le projet de centre nautique intercommunal ne fait pas l'unanimité. Les élus d'opposition de gauche s'inquiètent du coût du projet. Ils prônent plutôt une réhabilitation de la piscine, fermée depuis 2015 pour raison de sécurité. Les détails avec Camille Lambert et Nicolas Dandry. Depuis 2015, les habitants de Morpa trouvent porte close au centre nautique. Une décision prise par le conseil municipal et le maire de la ville, Grégory Garestier. Pour des raisons de sécurité, l'équipe a fait le choix de détruire la piscine pour construire un nouvel établissement intercommunal avec Elancourt et Coignères, géré par un concessionnaire privé. Mais l'opposition de gauche n'approuve pas ce projet. Dans notre vision des choses, la piscine de Morpa est un service public. Et un service public doit être géré par un organisme public. Au lieu de dépenser des millions d'euros à déconstruire et reconstruire, soyons intelligents, réhabilitons la piscine et faisons gagner de l'argent aux Morpasiens de manière intelligente dans une conjoncture budgétaire qui est très difficile. Selon la mairie, la construction devrait coûter aux alentours de 13 millions d'euros. Les conseillers de l'opposition estiment le double. Ils ont donc décidé de déposer un recours contre cette délibération au tribunal administratif de Versailles. Les arguments qui ont été présentés aux 3 conseils municipaux pour s'orienter vers une concession sont fallacieux, on va dire incomplets, mais même fallacieux, puisqu'il y a un certain nombre d'arguments qui ont été avancés qui induisent les conseils municipaux en erreur. On demande au juge administratif, dès lors qu'on n'est pas entendu sur place, on demande au juge administratif une vérification de la légalité et de la conformité à la réglementation, à la loi, des délibérations prises. Résultat attendu dans les prochains mois, le bâtiment actuel qui doit être détruit en 2019 est encore en sursis. Politique toujours, il est le nouveau premier secrétaire fédéral du Parti socialiste des Yvelines. Jacques Chenet, 67 ans, a été élu vendredi par les militants du département. Le conseiller d'opposition de Marly-le-Roi a remporté le scrutin face au maire de Saint-Arnaud-en-Yvelines, Jean-Claude Husson, et au Morpasien Ismaïla Vann. Jacques Chenet, qui aura la lourde tâche de faire exister dans les Yvelines un parti en crise, il dévoilera cette semaine la constitution de son équipe fédérale. Les Républicains des Yvelines, eux, éliront leur chef de file en octobre prochain. La droite
droite yvelinoise qui est sur le point de se déchirer. 130 élus LR ont signé une tribune contre la candidature, je cite, autoproclamée de Pierre Bédier. Le président du département avait annoncé briguer la tête de la fédération début mars. Parmi les signataires de la tribune d'opposition, le conseiller régional Othman Nasrou ou encore le maire de Vélizy, Pascal Thévenot, qui appelle au pluralisme respectueux de chacun. Cette action intervient quelques jours seulement après un autre appel d'élus, cette fois-ci au rassemblement autour de Pierre Bédier, soutien notamment du maire de Poissy, Carl Olive, ou encore de l'édile de Plaisir, Joséphine Colmans-Berger. Pierre Bédier qui présidait vendredi une séance du conseil départemental à Versailles. Plusieurs points à l'ordre du jour. Les élus ont notamment adopté un plan départemental pour aider les communes à construire du logement social. D'ici 2025, elles devront avoir 25% de logements sociaux sur le territoire. En cas de non-respect de la loi, les sanctions sont sévères, des amendes lourdes et même une reprise en main par l'État de l'urbanisme communal. 19 villes yvelinoises sont aujourd'hui carencées. Le département se propose de les accompagner de deux manières. Des propos recueillis par Maxime Lemaine pour le conseil départemental des Yvelines. Bien entendu une aide financière, parce que ça va coûter beaucoup d'argent, mais aussi toute une ingénierie. Donc nous avons ce que j'appelle le carré magique, la possibilité d'avoir des aides à l'acquisition foncière. C'est aussi un bailleur social en particulier qui est filiale du département, les résidences. Yvelines et Saône, nous sommes en partenariat avec notre département ami et voisin. C'est une société d'aménagement public, une société d'économie mixte qui s'appelle Citalios, et enfin donc des dispositifs comme celui que nous avons voté ce matin pour apporter des fonds parce que ces opérations sont hors d'atteinte budgétaire des communes et peuvent être portées pour tout ou partie par le département. La 8e édition de la Semaine de l'Industrie s'est achevée dimanche. Plusieurs événements étaient organisés dans les Yvelines pour promouvoir l'image de l'industrie et sensibiliser les plus jeunes. C'est dans ce cadre que justement le technocentre Renault de Guyancourt organisait des visites pour lycéens et étudiants. Nicolas Dandry, Nicolas Kirillovitz et Mickaël Elmidoro ont pu suivre l'une d'elles. Je vous propose de continuer et on va monter au premier étage. Malgré les apparences, ces étudiants versaillais ne sont pas venus faire du tourisme. En première année de classe préparatoire scientifique, ils ont la chance unique de découvrir les locaux du technocentre de Renault. Une visite dans le cadre de la Semaine de l'Industrie et une opportunité pour eux de faire leur premier pas dans le monde encore inconnu de l'entreprise. C'est beaucoup plus ludique et pédagogique pour nous que de balayer des fiches avec des métiers, des choses qui nous parlent. C'est beaucoup plus concret. On nous dit beaucoup que quand on va arriver en entreprise, tout ce qu'on a appris va changer et qu'on va apprendre beaucoup sur le tas. Et ici, ça permet d'anticiper un peu cette période-là qui peut un peu faire peur parce qu'en arrivant en entreprise jeune, on peut penser qu'on connaît tout et en fait pas du tout. Dans les couloirs du technocentre, la trentaine d'étudiants observent, écoutent et interrogent aussi. Pour la première fois depuis 2001, l'industrie française est redevenue créatrice d'emplois l'an passé et le secteur automobile est l'un des plus performants du secteur. Ces jeunes qu'on reçoit aujourd'hui, c'est potentiellement les ingénieurs de demain, donc potentiellement ma relève. Donc c'est toujours intéressant de leur présenter mes métiers. Il y a beaucoup d'opportunités dans l'automobile en ce moment et donc je pense qu'il faut communiquer là-dessus et leur dire qu'ils sont les bienvenus. Pour tenter d'attirer les jeunes talents, le Technocentre a accueilli 250 élèves durant cette 8e édition de la Semaine de l'Industrie. En Ile-de-France, près de 700 événements étaient organisés au total. Et lors de cette visite, Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry ont pu s'entretenir avec la responsable de l'opération au Technocentre. Interview. La 8e édition de la Semaine de l'Industrie au Technocentre Renault de Guyancourt, une semaine qui est pilotée par Karine Hochberg-Chapuis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des relations externes et des visites au Technocentre. En quoi consiste la Semaine de l'Industrie ici au Technocentre Renault de Guyancourt ? En fait, nous avons organisé une dizaine de visites, donc toute la semaine, toute la matinée et l'après-midi. Donc ce soir, nous serions accueillis environ 250 élèves et étudiants, notamment des lycéens et des étudiants post-bac. Qu'est-ce que vous leur faites découvrir à travers ces visites ? En fait, l'objectif, c'est de découvrir l'industrie automobile et les métiers du technocentre. C'est un secteur d'industrie qui est assez mal, très peu connu des jeunes, notamment des lycéens et des étudiants post-bac. Et l'objectif ici, c'est vraiment de les faire immerger dans ce métier du technocentre.
Comment vous expliquez cette méconnaissance du secteur automobile, du secteur industriel en général ? Voilà, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on pense que si on travaille dans l'automobile, on fait que des moteurs et des boîtes, peut-être. Donc c'est une méconnaissance assez généralisée. Mais ici, on a une multitude, une diversité de métiers différents qui partent de l'ingénierie, de l'après-vente, mais aussi à la logistique et du maquettage numérique, par exemple. Alors vous l'avez dit, vous accueillez des lycéens, mais pas que, il semblerait. Pas que. Effectivement, nous accueillons également des étudiants qui sont en post-bac, donc du DUT, souvent de sciences d'ingénieurs, mais aussi des écoles préparatoires scientifiques. Alors c'est un public un peu plus concerné puisqu'ils s'orientent vraiment dans le secteur justement industriel, le secteur de l'ingénierie. Qu'est-ce que vous leur apportez à ce type de public ? En fait, c'est l'occasion pour les jeunes étudiants peut-être pour la première fois d'entrer dans une grande entreprise et d'avoir un intervenant, un jeune ingénieur, à pouvoir échanger pour pouvoir savoir en quoi consiste le métier d'ingénieur conceptuel aujourd'hui au sein du Technocentre et pouvoir faire des échanges, tout simplement. On cherche également toute l'année des stagiaires et des apprentis sur le site du Technocentre. Justement, j'allais en venir, ça permet aussi de tisser des liens, justement de trouver des stagiaires, des apprentis. Combien vous en accueillez à peu près sur le Technocentre ? J'ai peur de vous dire une bêtise si je vous donne un chiffre, mais nous accueillons toute l'année dans plein de directions différentes des stagiaires et des apprentis. Alors, qui viennent plutôt de quelle école, de quel type de formation ? Souvent des écoles d'ingénieurs, évidemment. Le Technocentre est le premier centre de recherche et de développement en Europe. Donc ici, au Technocentre, on a une très grande population d'ingénieurs. Le but aussi, je suppose que c'est pour les lycéens de créer peut-être des vocations ? Oui, aussi. Il existe des carrefours métiers organisés par des lycées, mais il y a aussi des visites qui sont organisées par plusieurs sociétés, dont Technocentre, le groupe Renault, pour faire découvrir des métiers qu'on ne connaissait pas forcément avant. Surtout qu'en septembre 2018, il y a le campus automobile de Guyancourt qui va ouvrir. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de structure ? Il peut aussi avoir des liens, il peut aussi avoir des visites, bien évidemment, avec le campus qui est situé effectivement juste à proximité de nous. Et donc voilà, 250 étudiants, lycéens qui ont pu découvrir le Technocentre de Guyancourt durant cette 8e édition de la Semaine de l'Industrie. Sport, les deux premières manches de la Coupe du Monde de BMX se sont tenues ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines. L'événement a été suivi par plus de 10 000 spectateurs, une ambiance des grands jours qui a sublimé les pilotes français. Retour sur l'événement avec Michael Elmidoro et Nicolas Dandry. Des tribunes pleines à craquer, un grand show à l'américaine et les meilleurs pilotes mondiaux de BMX sur la piste. Un cocktail qui a permis à la première manche de la Coupe du Monde d'afficher complet ce samedi 31 mars et ce dimanche 1er avril au Vélodrome National avec plus de 10 000 spectateurs. C'est assez sympa, les gens peuvent être assez proches de la piste et du coup c'est assez participatif, on peut approcher les compétiteurs. Voilà, on peut voir les grands pilotes français s'affronter avec les meilleurs Européens et pilotes internationaux, donc ça fait plaisir de les voir au haut niveau, quoi. Un succès populaire inédit pour la France qui n'avait plus accueilli de manche de Coupe du Monde depuis 7 ans. Un vrai plus pour les pilotes tricolores selon leur staff. Ça nous fait toujours un immense plaisir de courir à domicile. Ça a une saveur un petit peu particulière, donc oui, je dirais qu'on a un petit, comme on dit en anglais, home advantage. Le pilote qui a le plus profité de cet avantage à domicile, c'est lui, Joris Daudet. Le pilote du Stade Bordelais, 2 fois vainqueur de la couronne mondiale en 2011 et 2016, a terminé 3e de la première manche le samedi et premier 24 heures plus tard. Je suis vraiment content de gagner ici à la maison à Paris. C'est vraiment exceptionnel, le public est exceptionnel tout le week-end, donc merci à eux et j'espère qu'on aura une autre Coupe du Monde ici en France l'année prochaine. Avant de penser à l'année prochaine et à un possible retour de la compétition à Saint-Quentin-en-Yvelines, les pilotes mondiaux s'affronteront les 5 et 6 mai aux Pays-Bas pour la 2e manche de la Coupe du Monde. En football, on jouait ce week-end les demi-finales de la Coupe des Yvelines. Morpa s'est imposé sur le terrain de Plaisir, une place en finale acquise après une séance de tir au but. Le résumé de la rencontre, Michael Elmidoro et Nicolas Dandry. Un tir au but marqué, une victoire au bout du suspense de Maurepas face à Plaisir. Pourtant, tout avait mal commencé pour les Verts dans cette demi-finale de Coupe des Yvelines, avec cette ouverture du score des Plaisirois sur leur terrain juste avant la mi-temps.
On a joué à la baballe, on jouait à 2 à l'heure, sans intensité. Au final, on se fait contrer, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Et on prend notre but comme ça. Donc on a fait le taf, une occasion, un but. Il faudra faire une meilleure deuxième mi-temps, je pense. Au retour des vestiaires, les contre-attaques s'enchaînent pour Plaisir après un premier avertissement avec ce tir sur le poteau. Les attaquants arrivent à combiner pour faire le break 2-0. Mal en point, les Maurepaziens réagissent dans la foulée sur coup franc avant d'égaliser dans les dernières secondes pour arracher la séance de tir au but. C'est super dur, ça te met un coup au moral, on se dit 2-0, il reste même pas 2-3 minutes, on se prend 2-1, 2-2. Ah non, ça met un coup au moral, mais voilà. Après, on essaye d'être, comme on dit, professionnel et garder la tête haute. Finalement, Plaisir rate 2 pénaltys, s'incline 4 tirs au but à 3. Maurepas jouera la finale de la Coupe des Yvelines pour la 2e fois en 3 ans. Le scénario du match fait qu'il y a encore plus de bonheur, égaliser à la dernière seconde. Après, les tirs au but, c'est toujours la loterie un peu, mais ça fait 3 fois qu'on passe au tir au but, donc on peut dire qu'on est assez à l'aise dans l'exercice finalement. Dans l'autre demi-finale, Guyancourt s'est imposé 5-1 face à Ardrécourt. Les 2 équipes de D1 de district se rencontreront le 3 juin prochain à Maisons-Laffitte. Avec moi sur ce plateau, Amandine Goulielmini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de marketing et de développement aux fermes de Galy à Saint-Cyr-l'École. Les fermes de Galy qui organisent ce samedi la 4e édition des Universités du Goût. C'est une journée complète sur la thématique. On va présenter quelques éléments du programme dans un instant. Déjà, une première question, pourquoi organiser un tel événement ? Quel est finalement l'objectif de ces Universités du Goût ? Alors, les Universités du Goût sont une journée de rencontres, de débats et d'ateliers autour du goût pour défendre le goût du bon dans l'alimentation. D'accord. Parce que nous sommes persuadés qu'en comprenant mieux la construction et la fabrication du goût, on va pouvoir au quotidien faire des bons choix dans notre alimentation et soutenir la filière agricole française. On a l'impression que cette thématique du goût, du bien manger, on en est de plus en plus attentif à cette thématique. Comment on l'explique à votre avis ? Nous, on l'explique en disant que goûter, c'est oser accueillir le monde en soi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on mange, on ne se contente pas de simplement manger, mais c'est un acte qui est vraiment profond, puisqu'on ingère les choses. D'accord. Et en fait, c'est assez révélateur de qui nous sommes, aussi bien individuellement que collectivement. Et donc en mangeant, en fait, on devient acteur social. Alors, il y a une thématique pour cette 4e édition, c'est la mémoire et le goût, c'est ça ? Exactement. On a tous une Madeleine de Proust, je suppose que vous avez la vôtre. Et donc l'idée, c'est de comprendre mieux pourquoi on réagit d'une certaine manière face à notre alimentation, pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Voilà, et D'accord. puis... voilà, toute cette journée s'articule autour de la mémoire. Alors, cette journée d'ailleurs, un programme chargé de 10h à 17h30. 4 grands sujets vont être abordés tout au long de cette journée qui va être animée autour de conférences, d'échanges, mais également de récréation dégustative. Exactement. Donc, on commencera la journée avec une conférence sur le bébé gastronome, puisqu'en fait, la construction du goût se passe quand on est enfant. Vous aimiez peut-être les épinards, mais moi non, quand j'étais enfant. C'était pas le cas. Mais aujourd'hui, oui. Donc, comme quoi. Donc voilà. Et donc en fait, évoluer. Pourquoi vous ne les aimiez pas, moi non plus, et pourquoi aujourd'hui on les aime ? À quel moment intervient le changement ? Est-ce qu'il faut obliger les enfants à manger des épinards, ou est-ce que simplement il y a peut-être des subterfuges pour réussir à faire en sorte que son enfant s'alimente correctement ? En fait, ce sera tout l'objet de la première conférence. D'accord. Et on continuera sur cette belle lancée avec un médecin nutritionniste qui, lui, nous expliquera comment acquérir les bons réflexes pour une alimentation saine et aussi une alimentation plaisir dès la tendre enfance. D'ailleurs, il y aura des spécialistes présents pour ces universités. Oui, donc la première conférence est animée par une docteure en neurosciences et puis la seconde par un médecin nutritionniste. Ensuite, on va vous proposer de se retrouver avec un économiste et des producteurs pour ensemble réfléchir à comment le terroir peut faire face à la mondialisation, comment l'innovation peut s'insérer même sur des produits de terroir. Très bien. Et aussi quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, parce qu'on a tous envie de manger des bons produits, on n'a pas forcément tous envie de payer le prix qu'ils valent. Donc ce sera vraiment l'objet de cette table ronde qui sera éclairée par le témoignage de producteurs qui, eux, ont les mains dans le cambouis chaque jour pour faire le goût, pour le fabriquer, et cet économiste qui apportera un regard plus macroéconomique. Alors tout ce programme, on le retrouve bien sûr sur le site internet de l'événement. Un dernier mot pour s'inscrire, pour participer à cette journée, comment on fait ? On va sur le site internet lesuniversitesdugoût.fr. Et puis,
tout est indiqué en ligne. Et je rappelle que c'est donc à partir de 10h ce samedi 7 avril aux fermes de Galie. Merci Amandine Goulielmini, peut-être un mot à ajouter? Si vous ne pouvez pas venir, il y aura un Facebook Live et tout sera remis sur YouTube ensuite. Merci de le préciser. Je rappelle que vous êtes chargé de marketing et de développement aux fermes de Galie à Saint-Cyr-l'École. Ces images pour refermer ce journal. De nombreuses chasses aux œufs ont eu lieu en ce week-end prolongé de Pâques. Comme vous le voyez ici à Montigny-le-Bretonneux, le conseil de quartier des Prés organisait la 4e édition de sa chasse aux œufs au square Charles Péguy dimanche. Plus de 300 personnes ont pris part aux recherches. 1500 œufs étaient cachés dans le parc. Des jeux et animations étaient également proposés. Les objectifs de la journée au micro de Nicolas Dandry. Passer un bon moment tous ensemble, et puis pour les enfants, ramasser des œufs au chocolat. La première année, on a lancé ça et ça a très très bien marché. Et chaque année, on l'a fait et elle est demandée parce que là, c'est la seule chasse à Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes le seul quartier à le faire. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Replay et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée à tous.